Je rêve d'une ville tout à la fois cosmopolite, innovante et proche de la nature. Je rêve d'hommes et de femmes mettant leur enthousiasme et leur imagination au service de l'avenir. Une utopie? Peut-être pas. Et si elle existait déjà, ma ville idéale? De nuit, Maastricht, 120 000 habitants, ressemble à n'importe quelle autre ville de province. Grâce au célèbre traité de Maastricht, signé ici en 1992, la ville est l'un des symboles de l'unité européenne. Mais à part ça... Sarah, right? Sarah? Oui. Martha? Je suis Martha, oui. Enchantée. Quel temps magnifique. Tu as de la chance avec la météo. On va monter, tu auras une bonne vue sur la ville. Bonne idée. Martha est polonaise et étudiante à Maastricht. Je l'ai rencontrée sur le web. Elle m'a proposé de me faire découvrir cette ancienne colonie romaine fondée sur les bords de la Meuse. Qu'est-ce qui te plaît à Maastricht? La ville n'est pas grande, mais elle a beaucoup à offrir. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Alors montre-moi ça. Ok, tu vas te rendre compte que Maastricht, c'est le clash entre l'ancien et le moderne. Ce bâtiment là-bas, c'est quoi? Une ancienne usine. Aujourd'hui, c'est un squat. Comment ça? Il est habité par des gens qui occupent des immeubles vides sans payer de loyer. Dans celui-là, ils sont 15. Intéressant. Tu les connais? Oui, je connais un des occupants, Daniel. Des squatteurs. Ça m'intéresse. Comment vit-on dans cette usine désaffectée, qui est en réalité un ancien entrepôt à grains, le Landbaubelang, ou LBB. C'est un lieu très ouvert. Daniel Speck nous invite à un dîner végétalien. C'est une ancienne usine. La grande halle donne la mesure des dimensions du lieu. C'est un espace intéressant. Beaucoup d'étudiants viennent ici pour réaliser des projets artistiques, notamment des pièces de théâtre. Parfois, les chaises sont installées ici, parfois là-bas. Et là, vous y rangez vos vélos? En ce moment, ça sert de lieu de stockage. On va aller par là, D'accord. puis par ici. J'entends de la musique. Daniel me guide à travers un dédale d'escaliers et de pièces. Sans lui, je serais incapable de retrouver la sortie. Voici notre espace au deuxième étage. Merci. Une fois par semaine, des bénévoles préparent des repas bio. Il peut y avoir jusqu'à une centaine de convives. Je propose mes services en cuisine pour découvrir ce monde de l'intérieur. Comme tu peux le constater, on ne chôme pas. C'est vraiment sympa. Tu habites ici? Oui? J'habite en bas, à côté du frigo à bière. D'accord. Ça paraît bizarre, mais quand on est dans ma chambre, on ne se rend pas du tout compte qu'on est dans une grande usine.
Au début, on était plus enthousiastes qu'experts en cuisine. On n'y connaissait pas grand-chose. Nos plats étaient souvent ratés. Mais maintenant, on se défend plutôt bien. On a ouvert un bar à expresso et on gère 2 stands à l'université. Les gens adorent et n'en reviennent pas que ce soit du 100% bio. Alors que pour nous, ça va de soi. On n'a jamais envisagé de travailler avec d'autres produits. Mais les consommateurs sont ravis parce que c'est à la mode. Disons qu'on est arrivé au bon moment. Pourquoi as-tu décidé de vivre dans un squat? Parce que je trouvais ce lieu stimulant et différent de ce que je connaissais. Je m'entends bien avec les autres occupants. Et j'ai eu le sentiment que je pouvais avancer ici. Voilà pourquoi je suis là. À quel moment as-tu pris des distances par rapport au capitalisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si nous sommes une bande d'anticapitalistes. Vous l'êtes ou pas? Chacun a sa vision des choses. Nous sommes tous plus ou moins en désaccord avec certains fonctionnements du monde actuel, c'est sûr. Je trouve que nous sommes beaucoup trop obsédés par l'argent. On a une belle vue d'ici. Comment ça se fait que tous ces bâtiments soient vides? C'était une ville très industrielle. Et aujourd'hui, les bâtiments sont vides. Maastricht est considérée comme la première ville industrielle des Pays-Bas. Avec quelques planches de récupération, Daniel s'est bricolé son petit loft avec toit terrasse. J'ai apprécié le défi de construire mon propre espace et le fait de ne pas payer de loyer. Ça me permet d'occuper mon temps à autre chose qu'à la recherche de travail. Tu trouves ça correct vis-à-vis de la société de ne pas payer de loyer? Oui, parce que nous essayons de donner quelque chose en retour. Comme je ne paie pas de loyer, je n'ai pas besoin de travailler à plein temps. Et je peux occuper mon temps libre à organiser des événements et à m'investir dans des projets qui me tiennent à cœur. Ici, on partage tous plus ou moins cette attitude. Tu penses que c'est transposable à toute la société? Non, tout le monde ne voudrait pas vivre dans une usine. Mais imaginez que rien qu'en Europe, il doit y avoir 1 million de bâtiments vides. Et de l'autre côté, certains paient des loyers aberrants. Exactement. Et c'est bien le problème. On ne veut pas que ces immeubles soient mis sur le marché parce que ça ferait baisser les prix fonciers et que ça embêterait les propriétaires. C'est un système pervers. Mais pour le propriétaire, ça vaut le coup. Plutôt que de louer à perte, il peut déduire l'immeuble de ses impôts. Les occupants du LBB ont une règle commune. Ils ne paient pas de loyer, mais en contrepartie, ils s'engagent à ne pas tirer de bénéfice de l'exploitation du lieu. Le dîner végétalien hebdomadaire est ouvert à tous. Le menu de 3 plats coûte 5 €. Daniel précise que l'argent recueilli sert exclusivement à payer les ingrédients et les boissons des cuistots. À Maastricht, il n'y a pas que les usines qui sont abandonnées. D'innombrables églises ont subi le même sort, jusqu'à ce qu'on se mette à les réhabiliter. Celle-ci, par exemple, abrite aujourd'hui une librairie. Et ici, la Bible n'est qu'un livre parmi d'autres. Comment fait-on pour ouvrir une librairie dans une église? C'est une longue histoire. La question de la réaffectation des églises abandonnées s'est souvent posée. Notre chance, c'est que cette église avait été réquisitionnée par l'armée républicaine française au XVIIIe siècle et transformée en écurie. Du coup, elle était désacralisée. Et en 2000, nous avons obtenu l'autorisation d'ouvrir la librairie. Encore plus insolite, un hôtel de luxe.
la nef de l'église d'un ancien cloître fait office de hall d'entrée. Il faut compter 500 € pour y passer une nuit. Qu'est-ce qui a changé? Les gens d'ici seraient-ils des modèles de pragmatisme? En tout cas, les propriétaires sont ravis de voir leurs vieilles pierres entretenues et échapper ainsi à la ruine. Je suis étonnée de voir avec quelle insouciance on aborde l'avenir ici. À moins que je ne me trompe. Je demande à Martha comment elle s'entend avec les Néerlandais. Toi qui es polonaise et d'un caractère émotionnel, comment vois-tu les Néerlandais, et particulièrement les jeunes? Quand je suis arrivée ici, j'étais très croyante. En Pologne, les gens sont généralement très émotifs et je trouvais ça incroyable. Ici, les gens sont tellement différents. Ils semblent heureux en permanence. Ils sont souriants, toujours prêts à rendre service. Ils vivent le moment présent. J'essaie de trouver un équilibre entre mon âme polonaise et la mentalité néerlandaise. Vivre dans le moment présent me paraît une bonne approche. Dans cette ville aux 15 000 étudiants, on croise beaucoup de jeunes indépendants qui trouvent des voies nouvelles. Ainsi, un groupe de stylistes de l'école d'art a créé un festival de mode annuel dédié aux jeunes créateurs, le Fashion Clash. La municipalité a mis à leur disposition un magasin désaffecté dans l'espoir de faire de Maastricht un haut lieu de la mode. Je rends visite au fondateur du festival, plongé dans les préparatifs du prochain Fashion Clash programmé en juin. Bonjour, je suis Sarah. Enchantée. Enchantée. Salut, moi c'est Joël. Joël est en train de nous montrer les travaux qu'elle veut soumettre au festival. C'est un peu comme une avant-première. Tu es styliste? Oui. À la base, je crée des tissus, mais je dessine aussi des vêtements. Actuellement, je travaille sur un projet pour Fashion Clash. C'est mon prochain objectif. Joël Burs a l'air très nerveuse. Il faut dire que les places sont rares et très convoitées. Tu vas présenter combien de modèles? Je crois qu'il y en aura 12 ou 14. Ça, c'est le début. Je me suis inspirée de montagnes, des lignes et des formes graphiques des glaciers. J'ai fait moi-même les photos des pierres et des structures rocheuses. Je suis de tout cœur avec elle. Ça ne doit pas être évident d'être jugée de manière aussi frontale. Je suis un peu nerveuse. J'ai l'impression d'être à l'école. J'espère être à la hauteur du festival. D'habitude, on nous propose un coussin ou un t-shirt et c'est tout. Mais ce que fait Joël, c'est superbe. Donc, votre choix est fait? Disons que ça s'annonce bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Et il y a de grandes chances qu'elle soit sélectionnée. Oui. Mais Fashion Clash, ce n'est pas seulement une Fashion Week. Nous sommes une plateforme internationale, mais nous tenons aussi à notre implantation locale. Nous voulons montrer que la région est sensible à la mode et qu'on peut impliquer les habitants. À 2 pas de notre joli centre historique, il y a des banlieues avec un taux de chômage important. Nous réfléchissons à la manière d'impliquer ces populations. Il y a peut-être là d'excellentes couturières qui restent chez elles car elles ne trouvent pas de travail. On ne les connaît pas. Et l'idée est de mettre en relation ce potentiel dormant avec des jeunes stylistes qui cherchent à produire leur collection et qui sont obligés d'aller en Chine parce qu'il n'y a plus d'industrie textile chez nous. Il n'y a aucune structure ici.
Mais avec cette plateforme et le soutien de gens compétents, il y a vraiment du potentiel. C'est le rêve de beaucoup de jeunes stylistes. Se fédérer, peut-être avec Fashion Clash, pour créer quelque chose d'ambitieux. Le magasin voisin donne une idée de ce potentiel. C'est ici que les couturières au chômage pourraient avoir un avenir. En attendant, ce sont des stagiaires qui cousent les créations de la cofondatrice de Fashion Clash. Ce serait vraiment génial. Pour beaucoup de stylistes, l'étape de la production est très importante. Pour le départ, c'est très bien d'avoir de bons stagiaires. Mais si on veut aller plus loin, produire et vendre à plus grande échelle, même s'il s'agit d'une petite collection, ça peut être intéressant. Pour moi, Fashion Clash est l'exemple d'un rêve devenu réalité. Imaginez un projet avant de s'inquiéter de son financement. J'admire les villes qui osent soutenir des idées innovantes et qui en plus ont une vocation sociale. Maastricht offre aux jeunes artistes du monde entier des conditions de travail idéales grâce à des loyers modérés et des programmes d'aide. En retour, les artistes enrichissent la ville. Je n'avais jamais vu une exposition consacrée à la dépression hivernale. Répondre aux problèmes par des solutions inédites et parfois insolites. Quand il s'agit du futur, Maastricht ne néglige aucun aspect. Même pas celui de l'alimentation. Mais est-ce que de la viande cultivée en laboratoire peut vraiment éradiquer la faim dans le monde? À l'université, je rencontre monsieur Frankenburger. Voici le laboratoire Hamburger. C'est son nom officiel? C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. En août 2013, Mark Post avait fait sensation en servant le premier hamburger composé d'un steak de bœuf in vitro. La méthode évite de tuer les vaches. Il suffit de leur prélever des cellules souches et de les cultiver jusqu'à ce qu'elles deviennent de petites fibres musculaires. Vous avez de la chance. Ce n'est pas facile à distinguer, mais au fond de chaque cylindre, il y a un petit anneau. Ce sont des muscles. Vraiment? Oui. Et quand est-ce que ça deviendra une pièce de viande? Jamais. Jamais? C'est leur taille définitive. D'accord. C'est pour ça qu'on fait des steaks hachés et pas des entrecôtes. Mais même la fabrication d'un steak haché en laboratoire est incroyablement complexe. Chacun de ces muscles minuscules doit être récolté à la pince. La viande est blanche parce qu'il n'y a pas eu d'irrigation sanguine. À ce jour, l'équipe a réussi à fabriquer 3 steaks hachés. Voici des échantillons restants de notre première production. Chaque éprouvette contient environ 200 de ces fibres que vous avez vues dans les boîtes de pétri avec les cylindres. Les muscles sont agrémentés de chapelures et de jus de betterave pour la couleur et la consistance. Je suis moyennement tentée. On ne sera plus obligé de tuer des animaux. On en aura toujours besoin pour prélever les tissus, mais il en faudra beaucoup moins. Et votre ambition est vraiment de vous passer d'animaux pour produire de la viande? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Eh bien, l'augmentation du bétail pose de vrais problèmes environnementaux. Entre 18 et 20% des gaz à effet de serre proviennent des animaux. C'est assez considérable. La réduction de ce taux serait un grand pas en avant pour la protection de notre environnement. Êtes-vous plutôt un chercheur ou un écologiste?
Plutôt un chercheur. Votre premier intérêt, c'est... Disons que je suis les deux. Chaque être humain devrait être un écologiste, non? C'est vrai. Nous devons tous nous préoccuper de l'avenir de notre planète et de nos enfants. Imaginez qu'actuellement, 70% de la surface agricole sert à cultiver du fourrage pour le bétail. Si la population mondiale atteint 9 milliards d'habitants et que la classe moyenne en Inde et en Chine se met à consommer de la viande, on ne pourra jamais satisfaire la demande. Mark Post n'a rien d'un docteur Frankenberger. C'est un homme prudent, réfléchi, avec lequel on peut aussi admirablement débattre. Comme il me reste encore quelques questions, il m'invite chez lui. Monsieur Post, nous avons visité votre laboratoire aujourd'hui, et même si j'ai entendu vos arguments, je ressors avec une sensation étrange. Avez-vous déjà été confronté à cette réaction? Bien sûr. C'est étrange d'être confronté à un aliment qu'on associe au monde animal et qui sort en fait d'un laboratoire. La viande est associée à cette vision romantique des vaches dans leur pré, alors que nous savons au fond de nous que cette image ne correspond pas à la réalité non plus. Mais dès qu'on associe la viande à un laboratoire ou une usine, ça nous choque. Pourtant, les gens vont devoir s'y habituer. Pour peu qu'on leur explique notre démarche et les problèmes que provoque l'élevage et que beaucoup ignorent, ils comprennent mieux notre démarche. Un hamburger comme celui-ci coûte environ 2 €, 2,50 €, ce qui est très bon marché. Trop bon marché. Beaucoup trop bon marché. Combien coûterait votre hamburger ? Eh bien, actuellement, si on en produisait à la pièce en laboratoire, vous avez vu le processus, ça reviendrait à environ 200 000 €. Mais c'est simplement une question d'échelle. Si on produisait ces hamburgers à grande échelle, même sans perfectionner la technologie, le prix descendrait à environ 7 ou 8 €. Le soir, Mark Post tient une conférence devant des étudiants de la faculté d'économie qui s'intéressent avant tout à la question financière. Pour le moment, les recherches de Mark Post sont subventionnées par un des leaders du web. De nombreuses initiatives, souvent étonnantes et parfois controversées, voient le jour à Maastricht. Ce qui me plaît, c'est que les initiatives viennent souvent des citoyens, avant d'être reprises par les politiques. Je décide de retourner vers les usines désaffectées, où j'ai pris rendez-vous avec l'adjoint au maire. Bonjour. Voici Sarah. Bonjour. Bienvenue, entrez. Merci. Je suis très curieuse. Gerdo van Grotest me fait visiter les anciens locaux de la société Sphinx. Et voilà. Depuis quand est-ce que c'est vide? Depuis 1996. Avant, cette usine employait des centaines d'ouvriers qui fabriquaient des toilettes. Le bâtiment appartient maintenant à la ville. C'est immense. Plus de 30 000 mètres carrés. Aucune institution ne pourrait occuper seule cet espace. Maastricht veut poursuivre les initiatives des squatteurs. La phase de croissance illimitée est terminée. Nous sommes passés à autre chose. On a été habitué à la croissance économique et à l'augmentation de la population pendant des dizaines d'années. Je comprends donc que les gens vont mettre un peu de temps avant de s'y faire. Et quels sont les projets de la ville pour ce bâtiment? Tout d'abord, nous n'allons pas occuper toute cette usine en une fois. Nous allons faire ça tranquillement, en avançant par paliers. Ça va commencer par une cité universitaire, puis on aura des équipements de pointe pour accueillir les entreprises. Il y aura aussi des artistes, des cafés.
Bref, ce sera très diversifié. Notre investissement sera assez limité puisqu'on va préserver le côté brut du lieu, ce qui garantira aussi des loyers modérés. D'ici, j'embrasse encore une fois du regard la ville, telle que Martha me l'a décrite le premier jour. Un lieu où se rencontrent l'ancien et le moderne. Désormais, Maastricht représentera pour moi bien plus que le symbole d'une Europe unie. C'est une ville du futur qui préfigure ce que pourraient devenir d'autres villes européennes.